Par cette chaude matinée de ce 14 octobre 1947, je me balade dans mon ranch en pensant toujours à elle. Jennifer qu'elle s'appelait. Je repense à ces formes si parfaites et à cette nuit inoubliable que je viens de vivre. Je ne rêve que d'une chose, chevaucher mon plus bel étalon et partir à l'autre bout du monde pour revivre des expériences comme celle-ci. Mais, qu'est-ce donc que cette traînée ? Je me couche par terre d'effroi. Est-ce les Japonais ? Les résidus de nazis qui n'ont pas été jugés au procès de Nuremberg ? Je me relève doucement, croyant qu'il n'y a pas de danger immédiat. Qu'est-ce que c'était ? Je n'en sais trop rien. Bah il en a de la chance le rancher, il est témoin du premier passage du mur du son. Oh là 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 là. Est-ce que vous connaissez le Bell X-1, le XS-1 au début du programme? C'est un avion expérimental américain, le premier de la série des X-Planes, qui ont pour la plupart des tâches un peu compliquées du style aller très vite. Genre vraiment très très vite. Et c'était la NASA, à l'époque la NACA, ou le NACA, enfin j'ai lu les deux, qui mettait en œuvre ces avions-là, justement, pour faire des tests. Le Bell X-1, il a été créé par Bell Aircraft Corporation, et il fait son premier vol le 19 janvier 1946. Il y en a eu 4 construits, de cette version-là en tout cas, qu'ils amélioraient au fur et à mesure des vols. Pour les performances max qu'ils ont fait, ils sont allés à Mach 1.4 avec celui-là en tout cas. C'est pas trop mal, hein, surtout pour sa forme, on y reviendra, mais ouais, une forme comme ça, c'est pas ultra optimisé pour la haute vitesse. C'était un avion fusée qui avait besoin d'être largué d'un B-29. Et il était juste en dessous d'ailleurs, si vous regardez les photos, ce qui était un poil dangereux, on en reparlera aussi. Son carburant était de l'éthanol mélangé avec de l'eau, plus un réservoir de dioxygène pour faire le comburant. Et il a 4 petits moteurs qu'ils allumaient indépendamment pour faire réguler la poussée. En fait c'était un peu du tout ou rien la puissance du moteur, du coup il y avait 4 niveaux de puissance, soit un moteur, soit 4, soit 2, soit 3, enfin voilà. Et ces 4 petits moteurs à pleine puissance, ça donnait quand même 2,7 tonnes de poussée. Pour un avion qui en fait 5, c'est pas dégueu, c'est pas non plus énorme, hein. Franchement il y a des avions aujourd'hui, le ratio 1 pour 1 on le fait largement, mais pour l'époque c'est pas mal. Et tout ça, ça lui donnait une énorme poussée pendant environ 5 minutes. Ça me rappelle ma première fois, tiens. C'est les pilotes de l'US Air Force qui ont fait les tests, parce que bah ils avaient déjà un peu d'expérience en vol, naturellement. Pour les premiers tests qui ont été faits, en fait, ils larguaient juste l'avion pour faire des tests de planer, parce qu'ils connaissaient pas trop l'aéro, ils voulaient être sûrs que ça marche. Du coup, ils larguaient l'avion et ça allait se poser en planant. Voilà, globalement. Chez les pilotes de l'Air Force qui ont été sélectionnés, il y a un certain Charles Yeager, dit Chuck Yeager. Parlons du gars rapidement, parce que c'est vraiment un malade mental, hein. Vraiment, il y a des mecs atteints, tu vois, genre t'as ça, t'as moi, et encore. Et là, t'as ça. Et là, t'as Chuck Yeager, tu vois. Il est fêlé, voilà. Donc parlons du gars un petit peu, il est né en 1923. D'ailleurs, anecdote, rien à voir, mais non, c'est vraiment horrible. Très américain également. Il a 2 frères, Roy et Hal Jr. Il a 2 sœurs aussi, Doris Ann et Pansy Lee. Bah Roy, il a tué Doris Ann par accident avec une arme à feu à 6 ans. C'est tellement américain, c'est horrible comme histoire. Pour rester dans le domaine des armes, le gars a fait la Seconde Guerre mondiale. Il a descendu 13 avions allemands, dont un Messerschmitt 262 qui était réputé à l'époque pour être intuable parce qu'il allait à une vitesse de zinzin. Et il a fait, attention, hein, il a fait 5 kills en une journée. Genre moi sur War Thunder, avec toutes les assistances qu'il y a, 5 kills en une journée c'est déjà pas mal. En faisant peut-être 5-6 games, parce que je suis une bite. Mais en une journée, lui, sans assistance, il n'y a pas les pseudos au-dessus des avions en face. Il voit juste ce qu'il voit. Ok, c'est un P-51, c'est performant, mais quand même, quand même. Il a vécu plein d'histoires complètement folles pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo plus tard, parce que je suis pas vraiment... Enfin, j'ai pas le temps pour ça, en fait, voilà. Il devient donc, après le conflit, pilote d'essai, notamment, du coup, sur ce fameux Bell X-1, et donc c'est la première personne à avoir passé le mur du son, le 14 octobre, du coup, 1947. Il avait 24 ans. Moi, j'en ai 20. C'est-à-dire, dans 4 ans, je passe le mur du son pour la première fois de l'humanité, genre. Anecdote très drôle. Enfin, drôle ou folle, je sais pas. Chuck Yeager, juste avant son vol, la veille, il se pète 2 côtes en cheval. Le lendemain, il va à son vol, il va voir son médecin, il dit « Ouais, je veux dissimuler la blessure aux officiels, comme ça il me laisse partir. » Le médecin, c'est le seul au courant dans l'histoire, il laisse passer, il l'aide un petit peu parce que bon, il comprend que c'est lui qui va être le premier, tu vois. Et au final, du coup, il passera le mur du son avec 2 côtes cassées. Genre, nous, humains normaux, on se casse 2 côtes, on est mort pendant 1 mois dans le lit, couché, voilà. Lui, le lendemain, il passe le mur du son.
C'est quoi ce niveau soit de con, soit de badass, peut-être les deux en même temps, je sais pas, mais c'est un truc de ouf. Petite info également, le mur du son sera publié dans la presse beaucoup de temps plus tard, en juin 1948. Petite info aussi, le pilote du Bell X1, il était dans le bombardier avant, au début du vol, en fait il décolle dans le bombardier, pour ensuite rentrer dans l'avion depuis le bombardier en plein vol. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, parce que qui dit avion expérimental dit grosse merde, du coup... Du coup, l'avion avait un peu cette fâcheuse tendance à parfois prendre feu dans le B-29. Bah, son carburant est un poil instable, du coup ça a tendance à prendre feu quand tu fais des mauvaises vidanges ou je sais pas quoi, et du coup il y a plusieurs X1 qui ont pris feu en vol. Du coup ils larguaient le X1 et ils arrivaient quand même à se poser avec le B-29 endommagé, même si bon, c'est un poil dangereux quoi. Donc il y a eu des histoires comme ça, donc ils préféraient ne pas faire rentrer le pilote tout de suite, afin d'être sûr que tout soit bon. Il y a aussi un petit souci, c'est que si vous regardez les photos, le Bell X1 était extrêmement proche du sol au décollage. Et du coup il y avait un risque que ça racle, imaginons que, je sais pas, t'as un amortisseur qui clame, bah il y a moyen que ça le casse, tu vois. Bon, c'est pas arrivé, heureusement, mais quand même. Voilà, maintenant instant un poil plus théorique, mais hyper intéressant, restez s'il vous plaît. On va parler du mur du son et un petit peu la science qu'il y a derrière. Le mur du son, tu le traverses à 340 mètres secondes, soit 1224 km/h environ. Et qu'est-ce qui se passe à cette vitesse-là? Beaucoup de choses. Bon. Premièrement, la résistance de l'air, elle est énorme. Quand tu sors la main de ta voiture, quand tu vas à 130 sur l'autoroute, tu sens le flux d'air. Bah là, c'est 10 fois plus vite. C'est pour ça que passer le mur du son avec un profil d'aile pas adapté, c'est déjà presque impossible et surtout hyper dangereux. T'as beaucoup de pilotes qui s'y sont essayés avec des anciens avions de la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui est P-51, Spitfire. Spitfire, quelle bonne idée ça. Ils piquaient du nez, en fait, pour essayer d'avoir cette vitesse-là. Le souci, c'est que soit, dans le meilleur des cas, tu casses ton moteur parce qu'il est entraîné trop vite. Donc là, tu sais, la soupape, elle se mange le piston comme ça. Et soit, bah, ton avion se disloque. Parce que les contraintes sont tellement fortes sur un profil d'aile très droit que tout se répartit, mais sur toute l'aile, quoi. Du coup, ça casse, tout simplement. C'est hyper violent. Et il y a plein de gens qui se sont tués comme ça. Tellement que pour eux, pour les gens, même la culture en général des gens, c'était... Le mur du son, c'est une barrière impossible à passer, et on ne la passera jamais. Même si les scientifiques disaient que c'était vrai. D'ailleurs, c'est un peu con, parce que les Américains, en plus, sont américains, ils savent qu'une balle de fusil, ça va à Mach 2. Du coup, ils se sont dit, il y a un ingénieur, tu sais, il va chez Bell, et il dit, ouais, vas-y, on prend une balle de fusil, on lui fout des ailes. Du coup, il crée le Bell X1. En fait, le Bell X1 a une forme de fuselage de balles de 12,7. L'Amérique, je vous dis, l'Amérique. Et c'est un profil de balle en fait qui est connu pour être stable à ces vitesses-là. Et du coup, ils se sont dit, vas-y, on va essayer de la rendre un peu plus grande, ça devrait être un peu la même chose, et on lui met des ailes. D'ailleurs, les ailes du Bell X1, vous avez remarqué qu'elles sont extrêmement droites. Le mieux, généralement, pour ce genre de vitesse, c'est les ailes delta ou les ailes en flèche, parce qu'elles absorbent mieux les efforts. Mais ça, ils le savent pas vraiment à l'époque. Ils sont encore un peu cons. Mais t'as quand même Chuck Yeager qui est là. Difficulté également, quand on passe le mur du son, on arrive à une vitesse qui s'appelle la vitesse transsonique. À cette vitesse-là, il y a des ondes de choc qui commencent à se créer sur les ailes. En fait, une onde de choc, c'est surpression énorme, et juste après une énorme dépression, quasiment du vide en fait. Et quand ces ondes de choc-là arrivent sur les gouvernes, bah en fait, c'est comme s'il y avait du vide, donc t'as aucun contrôle. Le but d'une gouverne, c'est de déplacer de l'air pour générer une poussée pour faire bouger ton avion. Imaginons que tes ailerons sur le bout de tes ailes soient dans des poches de vide générées par des ondes de choc, mais en fait, tu n'as juste plus de roulis. Et il y a plein de gens qui se sont butés comme ça parce qu'ils ont complètement perdu le contrôle de l'avion. Et c'est pour ça que le Bell X1, il avait des ailes, certes très droites, qui sont pas optimisées pour, mais des ailes extrêmement fines pour éviter la formation d'ondes de choc. Parce que plus ton aile est fine, moins elle va générer d'ondes de choc, vu que moins d'air sera poussé sur les côtés et donc compressé, ce qui ferait prendre à l'air beaucoup de vitesse. J'espère que c'est clair, normalement ça devrait aller. Le jour du passage du mur du son, ils ont entendu du coup pour la première fois le bang supersonique, et ils se sont dit, mais attends, l'avion il a explosé, c'était quoi cette énorme explosion? Et pourtant ils le voyaient toujours voler comme ça, et ils comprenaient pas. Alors que, en fait, ça s'explique vachement bien. D'ailleurs, on va demander à Jamie pour le faire. Pourquoi ça fait bang? Eh bien écoutez, quand je frappe des mains, je crée une surpression d'air qui fait vibrer mes tympans, voilà pourquoi j'entends frapper des mains. Eh bien l'onde de choc, la surpression créée par l'avion a exactement le même effet sur nos tympans. Quand l'onde de choc franchit un personnage, il entend... Merci Jamie! J'ai imité Fred, c'était un peu nul. Contrairement à une idée reçue d'ailleurs, l'avion fait ce bruit-là quand il a une vitesse supersonique. C'est-à-dire qu'il soit Mach 1, Mach 2, Mach 154, l'avion il passe au-dessus de toi, il fera ce bang supersonique, quel qu'il soit. Il y aura d'autres versions du coup du Bell X1 qui seront carrément améliorées, c'est vraiment pas le même avion, qui seront créés après.
vous voyez sur les photos, c'est quand même un poil différent. Il y a une version quand même, le X1E, qui ira à Mach 2,24. Ce qui est quand même pas mal, hein. Pour un avion de cette gueule-là, c'est pas mal. Ils ont voulu tester Mach 3 avec, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse fissure dans le réservoir de carburant. Donc pour pas qu'ils prennent feu sous le B-29, ils ont arrêté au final, du coup ils l'ont cloué au sol. Si vous voulez voir des détails un peu de l'histoire, parce qu'il y a des films qui retracent ça, notamment L'étoffe des héros, que vous devez certainement connaître si vous regardez ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte un peu d'histoire, de passage du mur du son, les premiers vols dans l'espace des Américains. C'est assez intéressant, franchement, c'est bien fait, je recommande. Je regardais ça quand j'avais genre 6 ans. Voilà, en gros, globalement, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner également. S'il y a des petites infos qui manquent, n'hésitez pas à en parler en commentaire, on est là pour ça, pour apprendre, c'est génial. C'est un sujet tellement vaste et tellement bien documenté, il y a forcément des nerds parmi nous qui sauront en parler un peu mieux que moi. Donc franchement, n'hésitez pas si vous connaissez un petit peu. Si je dis des conneries aussi, rectifiez, je vous répondrai également, il n'y a pas de problème. Prochaine vidéo, sur un avion encore plus con. On va y aller crescendo en plus con, j'ai quelques idées encore.